Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Vous le savez, nous sommes ensemble le jeudi soir pendant 35 minutes pour parler de tous les rendez-vous sportifs du week-end à venir. Mais nous allons également parler ce soir surtout de rink hockey avec nos invités du club de la Vendéenne qui sont en plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Lucie Gaucher, présidente du club. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, le capitaine de cette équipe, Nathan Giflot. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Et puis à votre gauche, Nathan, Marc Salicru, entraîneur de l'équipe première. Bonsoir. Bonsoir. Et puis face à vous, deux de nos chroniqueurs que vous allez retrouver ce soir pour leur chronique habituelle du jeudi soir. Tout d'abord, Erwan de Brouwer. Bonsoir Erwan. Bonsoir Alexandre. Voilà, vous nous parlerez rink hockey, de toute l'actualité, de ce qu'on ne peut pas manquer de ces derniers jours. Et puis à côté de vous, Baptiste Brossard. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Alexandre. Et avec vous, on parlera futsal en milieu d'émission. Voilà, plein de choses aussi à dire de ce côté-là. Mais avant d'aborder l'actualité de nos invités, un mot de basket tout d'abord avec des images du RVBC qui était hier soir, mercredi, en déplacement. C'était sur le parquet de Montpellier dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de France. Malgré une bonne prestation, les Vendéennes s'inclinent 93-80. La Roche était pourtant bien entrée dans cette partie, mais les Lyonnaises ont ensuite subi le deuxième quart-temps, mené 45-39 à la pause. Montpellier va ensuite gérer et accentuer davantage cet écart, bien aidé par les 22 points de Chiara Linskens, malgré le record d'Anna Suarez en carrière, qui termine la partie à 30 d'évaluation. La Roche Vendée Basket est éliminée de cette Coupe de France, donc après cette défaite 93-80. Et puis quelques images également des Sables Vendée Basket. Les joueurs de Denis Méter recevait samedi soir Poissy à la salle Beau Séjour. Et là aussi un résultat délicat. Côté vendéen, les Sablés s'inclinent 88-79. Les hommes en blanc avaient pourtant réalisé un bon début de match et menaient 43-34 à la mi-temps. Mais les Pissiaquais vont procéder à quelques réajustements, plus de réussite de leur côté, des duels remportés. Et Poissy a parfait son retard pour s'imposer 88-79. 6e défaite de rang pour les Sablés en championnat, plus que jamais dernier de leur poule. Je vous propose d'entendre le coach de cette équipe, Denis Méter. À l'issue de la rencontre, beaucoup de déceptions évidemment pour l'entraîneur Sablé et son groupe qui n'était pas au complet et pas épargné par les blessures. Beaucoup de frustration par rapport au scénario qui se répète souvent. Et défensivement, on doit faire encore plus d'efforts pour tenir les duels. Je trouve que là, on s'est un peu fait rentrer dedans en deuxième mi-temps et je pense que ça, c'est un problème mental. Optimiste, on l'est toujours. Il faut regarder les choses concrètement. On est l'équipe qui est le plus embêtée par les blessures, par les maladies. Le travail paye, mais il faut que le travail soit fait par une équipe entière et pas simplement 7 joueurs par-ci, 5 autres joueurs différents. Enfin voilà, ça change beaucoup trop. Voilà, le club des Sables Vendée Basket dont on reparlera dans l'agenda de vos rendez-vous du week-end. Mais je vous le disais en début d'émission, nos invités, c'est du rink hockey. Ce soir, le club de la Vendéenne qui est avec nous en plateau. Alors, on va d'abord s'intéresser au championnat, puisque cette première partie de saison est plutôt très bonne. Samedi soir dernier, le club s'est d'ailleurs imposé 3-0 face à Mérignac. On a quelques images de cette rencontre, puisque nous y étions. Des buts d'Antoine Thébault, Marc Povedano et Nathan Gefflot, qui est avec nous en plateau. 5e victoire de la saison, après 8 journées déjà, 3 matchs nuls aussi. Peut-être première question pour vous, Marc, l'entraîneur de cette équipe. Était-ce le début de saison auquel vous vous attendiez, tout simplement ? Un peu dans le sens de l'équipe, dans le sens du jeu, dans le sens où l'équipe a vraiment grandi au fur et à mesure du début du championnat. Après, au compteur, c'est sûr que le début du championnat était compliqué. On avait quand même des déplacements assez difficiles. On allait à Saint-Omer, on allait à Coutras. Donc voilà, on le fait toujours pour gagner, mais on sait que ça reste quand même des déplacements compliqués. On a quand même bien géré toutes ces sorties-là. Et puis, on est à la place qu'on mérite finalement. C'est ça, ce match nul contre Saint-Omer, qui est le champion de France en titre, 1-1. C'était sur la 3e journée. Peut-être un petit mot aussi avec vous, Nathan, qui est le capitaine de cette équipe, vous qui êtes au club depuis 10 saisons, c'est votre 10e saison au club. Est-ce que c'est le meilleur départ aussi que vous ayez connu, peut-être ? En tout cas, sur les dernières saisons, je pense que c'est le meilleur départ qu'on ait fait. Surtout qu'on n'avait pas un calendrier facile, une équipe renouvelée. Donc c'est toujours compliqué les débuts de saison quand on a une partie de l'effectif qui a changé. Mais je pense que si on fait le bilan au jour d'aujourd'hui, on a fait un très bon début de saison. Et sur les dernières saisons, c'est notre meilleure position et notre meilleur début de saison. Alors comment est-ce que vous l'expliquez, ce très bon début de saison ? Je pense que ça se joue un peu sur la dynamique. Quand on enchaîne les bons résultats et les victoires, on prend en confiance. Et forcément, c'est plus simple. Alors qu'au contraire, quand
c'est arrivé certaines saisons où on peut enchaîner les mauvais résultats et c'est plus compliqué de relever la tête et de se redresser. Mais on a eu la chance de bien commencer, donc on a réussi à continuer sur notre lancée et pour l'instant ça nous sourit. Exactement, on le voit au classement, la Vendéenne qui est donc deuxième de cette N1 Elite, dauphin du champion de France en titre, Saint-Omer, mais à seulement 2 longueurs des pas de Calaisiens. Est-ce que être deuxième après 8 journées, ça donne Marc peut-être beaucoup de confiance pour la suite, évidemment? Oui, c'est sûr que quand on regarde le classement et on voit qu'on est tout près des premiers, c'est toujours bien. Après, on continue dans cette dynamique-là, on essaie de gagner des matchs. On sait qu'un jour, on peut aussi ne pas gagner. Donc voilà, là, en tout cas, le travail, ça paye et c'est ce qui nous intéresse. Lucie Gaucher, avec votre œil de présidente, comment est-ce que vous analysez, vous, ce début de saison ? Comment je l'analyse ? Je trouve qu'il est surprenant agréablement parce que, comme l'on dit, les gars, il y a quand même 50% de l'équipe qui a été renouvelée. Donc, on s'attend toujours à une petite période de mise en place et puis de prise de repères pour tout le monde. Et finalement, on voit, comme le disait Marc aussi à l'instant, le travail paye. Moi, je trouve que le jeu est sympa à regarder. Même si j'imagine qu'il y a plein d'ajustements côté technicien à faire, j'ai l'impression que déjà il y a une identité et qu'il y a déjà un groupe, donc je suis ravie des résultats qui se sont produits depuis le début. Erwan aussi, peut-être un petit mot, vous qui avez quitté cette équipe à l'issue de la saison dernière, vous avez évolué. C'est pour ça que c'est mieux. C'est vrai, on posera la question à Marc peut-être. Vous y étiez entre 2015 et 2023, c'est cela. Comment est-ce que vous analysez aussi, vous, ce début de saison ? Vous êtes, j'imagine, fier de ce que font vos ex-coéquipiers ? Ouais, tout à fait, très très content. C'est un début de saison, je trouve, qui est autant rafraîchissant que solide. C'est-à-dire que, Marc, c'est sa 2e saison maintenant à la Vendéenne et on sent que voilà, ça y est, les choses commencent à être comprises, notamment au niveau du jeu. Notamment je trouve sur le match de Mérignac, là où même s'il y a eu ce côté, parfois ce manque de réalisme, on a senti que les actions étaient là, les joueurs étaient sur les bonnes positions. Les actions sont trouvées et je trouve que c'est un début de saison qui est solide, plaisant, comme disait Lucie, le jeu est présent, je trouve que la Vendéenne propose du jeu, donc non, c'est un beau début de saison et pourvu que ça continue et longtemps. Nathan et Lucie, vous avez parlé effectivement de cet effectif qui a été renouvelé, donc 4 départs, 4 arrivées. Parmi les arrivées, Marc Povedano, Arnaud Serra, Manuel Mir et Benjamin Puentes. Je n'en ai oublié aucun. Non, c'est bien, ça. Bon. Comment est-ce que s'est passée cette acclimatation pour eux au club, peut-être du point de vue du capitaine tout d'abord ? Je pense que très bien, ils sont très bien intégrés. On a deux de ces joueurs qui avaient déjà joué en France, donc qui connaissaient un peu le championnat, qui connaissaient la langue, etc. C'était plus facile pour eux. Et les 2 nouveaux qui arrivent d'Espagne, qui sont aussi très bien acclimatés. Je pense qu'on a réussi à former un groupe uni très rapidement, que ce soit sur le terrain et en dehors. Il y a une très bonne entente entre nous. Je pense que ça facilite les choses pour eux. C'est une équipe qui est facile à vivre au jour le jour, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Et étant donné que les résultats étaient là, c'était plus simple pour eux aussi. Marc, est-ce que ces 4 joueurs, c'était aussi des profils que vous aviez ciblés ? Comment est-ce que ça s'est organisé finalement pour les faire venir au club ? On a ciblé des joueurs déjà sur un point de vue sportif, mais aussi au niveau du vestiaire. On savait qu'il y avait aussi 3 U20 qui intégraient l'équipe senior. Donc du coup, on essayait d'avoir un effectif compétitif, mais aussi un peu distribuer des rôles au niveau de l'effectif pour avoir un groupe solide. Je pense que le début de saison et l'équipe qu'on a aujourd'hui, avec la pré-saison qu'on a fait, on a voyagé un peu, on a passé pas mal de temps ensemble. Donc je pense que l'équipe a une osmose qui est très bonne. Donc cette osmose, on l'a dit, elle se matérialise avec une 2e place au classement. Et puis ce week-end, le championnat continue. Ce sera la 9e journée face à Noisy-le-Grand. On en parlait en début de cette émission, mais en off. Lucie, vous nous disiez que ce match aussi allait se passer dans des conditions un petit peu particulières. Oui, c'est vrai. Le match va être joué à huis clos. Parce que lors de sa dernière rencontre à domicile, Noisy a été sanctionné par les arbitres. Il y a eu un rapport disciplinaire. Et donc, ils sont en obligation de jouer à huis clos. Donc, ça nous contraint aussi. On n'envoie pas de supporters. Je ne sais pas si on aurait été très nombreux, mais en tout cas, ça nous contraint. C'est un petit peu particulier. Je pense qu'Erwan et Nathan peuvent en parler parce que ça leur est arrivé aussi. Même club, il y a 2 ans, même chose. On y est allé, c'était huis clos. Les supporters restent dehors, la salle est vide.
C'est vraiment une ambiance difficile, je pense, à jouer. Bizarre, oui, c'est ça, vous disiez. Ouais, bizarre. Et puis, même, il faut reconnaître aussi que même si c'est un public qui parfois peut être véhément, mais ça fait partie aussi des seules salles où il y a du public, malgré tout, et avec un COP qui encourage aussi son équipe. Donc, c'est toujours une ambiance qui peut être particulière, mais c'est toujours aussi des ambiances en tant que joueur dans lesquelles on a envie de jouer, même si c'est à l'extérieur. Donc, c'est sûr que oui, d'aller jouer là-bas à huis clos, sans aucun bruit, et d'avoir cette sensation un peu que c'est un match d'entraînement, c'est toujours des matchs qui sont pièges, avec une équipe qui est un peu en dents de scie, qui change d'entraîneur aussi cette semaine. Ça fait beaucoup de feux orange là, donc les gars, j'ai aucun doute qu'ils vont être sérieux, mais disons que voilà, ça fait quelques petits feux qui sont pas top avant le début du match, mais ils vont gérer, ça c'est sûr. Oui, on verra, et puis on aura le résultat évidemment lundi dans 85 chronos. Noisy-le-Grand qui est donc premier en eurolégable, 10e au classement de cette N1 Elite. Je vous propose dès à présent de faire une petite pause rink hockey, de nous intéresser au rendez-vous sportif à suivre ce week-end. Et pour démarrer, eh bien c'est un double rendez-vous à l'extérieur, celui du 8e tour de la Coupe de France de football. Les deux derniers clubs vendéens encore en lice se déplacent dans les Côtes d'Armor. Samedi soir, les Herbiers seront opposés au stade Briochin, autre pensionnaire de N2. De leur côté, dimanche après-midi, les Chalandais iront eux défier le stade Paimpolais, club de Régional 2, soit 2 divisions de moins que les Vendéens. Week-end de coupe certes, mais le championnat se poursuit également. 11e journée de National 3 suivre samedi soir, au programme le derby entre le Vendée Poiret Foot et les Sables FCOC. La Châtaigneraie recevra Château-Gontier, et puis hors de Vendée, Fontenay-le-Comte se rendra sur le terrain de Chauray. En basket à présent, on en parlait en début d'émission, après son élimination en Coupe de France, La Roche Vendée Basket retrouve de nouveau les Montpelliéraines, cette fois hasard du calendrier en championnat, pour cette 10e journée de LFB demain soir, vendredi, du côté de l'Hérault. À domicile, cette fois 2 affiches programmées en National 1 masculine pour la 16e journée. Demain, vendredi, le Vendée Chaland Basket reçoit le CEP Lorient à Michel Vrignot, lancement de la rencontre à 20h, et puis le lendemain, samedi, les Sables Vendée Basket accueilleront Toulouse à 20h. 2 crans en dessous en National 3 masculine, place ce samedi soir au 12e match de la saison, l'entente des clubs de La Roche-sur-Yon. BCY CEPA RVB affronte la Séguinière Saint-Louis, Chambretot sera opposé au Tour Métropole Basket, et puis 3 rencontres à l'extérieur. Luçon Saint-Gemme se rendra sur le parquet du leader, le Touraine Basket Club. Chalon-Riéville voyagera au Mans, et puis enfin Salertaine se rendra du côté de Béton. Un dernier mot de basket avec un détour par la Nationale 3 féminine. À domicile, Riéville reçoit le leader Saran, les Herbiers joueront Limoges. Hors de leur base, Chantonnay-Saint-Germain et le Smash iront respectivement à Olivet et à Cholet, rencontre programmée à 15h30 dimanche. Et puis enfin, pour boucler cette première partie de l'agenda, 2 affiches en rugby. La première, ce sera dimanche à 15h15 au stade Henri Desgranges de La Roche-sur-Yon. Le FC Lyonnais reçoit Bazas à l'occasion de la 10e journée de Fédéral 2. Puis la seconde rencontre se déroulera, elle, au Sable d'Olonne, 10e journée de Fédéral 3. Le stade de la rue de Lierre se fait l'hôte de la rencontre entre le RC Sablé et son voisin nazérien. Coup d'envoi même jour, même heure, ce dimanche à 15h15. Voilà, vous savez tout de cette première partie de l'agenda. Et maintenant, c'est au tour d'Erwan de Brouwer, notre expert rink hockey, pour sa chronique, avec le petit jingle qui va avec. On l'a, ce jingle, Erwan, ça y est finalement. Et pour commencer, vous vouliez nous parler d'une équipe que l'on connaît bien en rink hockey, c'est l'équipe du Poiret-sur-Vie. Ouais, bien sûr, on va beaucoup parler de la Vendéenne, on va essayer d'avoir une actualité, notamment de la N1, on va essayer d'avoir une actualité qui balaye un peu sur tout le reste en Vendée, et notamment aussi à la Vendéenne. Le Poiret qui en ce moment est actuel leader de son championnat, N2, avec qui est également meilleure attaque, avec 37 buts en 6 matchs, avec un goal average de plus 19, quand les autres se situent à peu près à plus 9. Donc c'est dire à quel point le Poiret pour le moment domine son championnat. Donc ils sont plutôt bien partis pour figurer dans les premiers, mais ça on n'avait pas beaucoup de doutes, on avait déjà parlé au début de l'année, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on pouvait compter sur eux dans les premiers. D'autres actualités aussi avec nos invités, notamment de la Vendée, mais d'autres équipes aussi du club. D'autres équipes, exactement, on va parler de la Nationale 3, alors pas pour leurs résultats qui sont certes assez énormes, je dois l'avouer, mais plutôt pour Sandy Gefflo, la sœur de Nathan, qui est actuellement avec l'équipe de France à l'Euro à Olot. On a appris juste avant qu'elle s'était qualifiée pour la demi-finale de demain. Alors en haut à droite, effectivement. En haut à droite, exactement. Et puis on peut faire un petit coucou à Lily aussi en gardienne en bas à droite, qui est une ancienne de la Vendéenne. Donc voilà, c'est toujours
toujours plaisant. À noter également que Sandy joue avec l'équipe N1 féminine, une entente Loire-Atlantique-Vendée, et qu'elles sont aussi actuellement leaders de leur championnat. Donc c'est toujours important et c'est toujours des messages qui sont importants que le hockey féminin puisse bien se développer. Également en N3, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on va avoir beaucoup de joueurs de nouveaux jeunes qui sont évidemment N3, c'est l'antichambre un petit peu de la N1, hein, bien sûr, c'est des joueurs qui vont potentiellement pouvoir espérer jouer en N1 plus tard. Et cette année, il y a une nouveauté avec une section rink hockey à la Vendéenne, en partenariat avec le lycée Notre-Dame-du-Roc, où ces jeunes vont avoir des créneaux supplémentaires en plus de leurs entraînements. Donc c'est aussi très important pour le club de pouvoir avoir cette section, de pouvoir compter là-dessus. Ça faisait, je pense, extrêmement longtemps. Si je ne me trompe pas, il y avait une section, mais il y a très très longtemps de rink. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un très beau message. Donc heureusement que voilà, il y a ce partenariat avec le ROC qui est très positif. Également pour les jeunes, cette année a été marquée par l'Eurohockey Cup pour nos U15 qui eux se sont envolés du côté de Blanès et Lloret. Alors pour eux ça a été un petit peu plus compliqué malheureusement, mais ils ont quand même pas démérité avec une victoire et 2 défaites en poule. Ils finissent 3e de leur poule, ils ont terminé 12e en tout de ce championnat. Faut à peu près le situer comme la Champions League en fait, hein, pour les jeunes. Mais c'était nul doute une super expérience pour eux. Ils en sont revenus vraiment grandis, ils ont passé des super moments. Donc c'est pareil, ça va pouvoir très bien jouer là sur l'année et puis pourquoi pas sur les prochaines finales de championnat d'Europe, de championnat de France, pardon. Justement, par rapport aux jeunes, une autre actualité qui a été dite cette semaine, la Vendéenne va pouvoir organiser un campus avec les Di Benedetto cet été. Donc là aussi, on parlait de l'Eurohockey Cup. Là, on parle vraiment Ligue des Champions du 22 au 26 juillet, qui est une actualité qui va être intéressante, hein, forcément. Carlo a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Roberto a gagné également aussi le championnat. Ça fait quand même un joli casting pour nos jeunes, les jeunes de France et nos jeunes aussi. Donc voilà pour ces actualités vendéennes. Bon, on le rappelle en tout cas, les frères Di Benedetto qui sont passés bien évidemment par le club de la Vendéenne. Merci Erwan. Alors vous nous avez donné plein de billes sur lesquelles on va pouvoir lancer bien nos invités. Là on a l'embarras du choix. Peut-être tout d'abord sur cette section Espoir qui a été donc on va dire communiquée à partir du fin novembre. Hein, c'était vraiment tout récent. Lucie, un petit mot, expliquez-nous comment est-ce que tout ça va fonctionner et puis surtout comment est née cette idée. Comment c'est né ? En fait, la section Espoir, donc l'idée c'était d'avoir un partenariat avec un lycée et ça s'est fait très vite et alors un petit peu par intermédiaire quand même de connaissances pour avoir un contact avec le lycée Notre-Dame-du-Roc et en fait c'est un lycée qui est très habitué aux sections sportives. Ils ont déjà beaucoup de disciplines qui fonctionnent comme ça. Donc, on est parti sur une première année simple. Le partenariat s'est fait, je crois, 15 jours. On s'est mis d'accord. Ça a été très vite et je les en remercie parce que jusqu'à présent, on avait un petit peu du mal avec ce projet. Donc, en 15 jours, c'était plié. Donc là, on part sur une première année très simple. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre, les élèves qui sont licenciés à la Vendéenne et qui font partie de la section sont dégagés plutôt 2 fois par semaine. Le lycée a mis à disposition un éducateur qui les emmène chez nous, à la salle de l'Angélemière. On a, nous, un éducateur qui les prend en charge et ils ont comme ça 2 séances supplémentaires par semaine. Le lycée, c'est vrai que c'est un lycée quand même important qui propose pas mal de formations, donc ça peut convenir à pas mal de nos licenciés en fait, ou même de licenciés d'ailleurs qui viendraient faire cette section. L'idée, c'est d'avoir une petite bulle élite, ou en tout cas de préparer nos jeunes avec le haut niveau, essayer de les emmener. Parce qu'il y a quand même une vraie marche entre le U18 et la N1. Comme me le disait Marc l'autre jour, c'est pas parce qu'on est à la Vendéenne qu'on va finir dans l'équipe élite. Il y a un vrai palier et un vrai niveau à atteindre. Donc on essaye d'accompagner. Et donc on a mis en place un coordinateur, c'est Lucas Gaucher qui fait la coordination entre les lycées, les parents et les enfants.
Et l'entraîneur de la section, c'est Marc Povedano qui est arrivé cette année chez nous. C'est ça qui est arrivé. Vous avez déjà tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que c'est très bon, clair. Est-ce que c'est clair? Voilà, ils sont 7 alors. En tout cas, cette année, c'est la première jeune. année, ils sont 7. Voilà. Alors l'objectif, c'est de le pérenniser aussi dans le temps. Du point de vue sportif, évidemment, on l'a dit, il y a tout un intérêt, pas forcément pour intégrer directement l'élite, mais aussi pour intégrer les autres équipes. J'imagine que Marc, vous avez aussi un œil attentif sur ce qui se passe de ce côté-là. Oui. En plus, ça tombe bien parce que le vendredi, on arrive toujours avant nous au même entraînement. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui est très bien, qui est très intéressant et que je pense que avec les années, on va pouvoir récolter ce travail qui va être fait à partir de maintenant. Justement, ce travail aussi, il se poursuit donc avec l'équipe première. On a appris il y a quelques jours votre futur adversaire en Coupe d'Europe, en WS Cup. Eh bien, ce seront les Italiens. Alors, les Italiens, vous me rappelez l'équipe? Exactement. En 8e de finale. Le match aller, eh bien, ce sera en Italie le 16 décembre. Match retour à l'Angélemière le 20 janvier. Quels vont être les objectifs, peut-être, capitaine Gefflo, sur cette double confrontation? Se qualifier, tout simplement. Je pense qu'on avait une possibilité d'adversaire qui était tous compliqués. On a tiré au sort Valdagno, donc une bonne équipe italienne qui est habituée des Coupes d'Europe comme nous, qui est habituée de jouer les premières places en Italie. Donc ça va être une confrontation serrée, compliquée pour nous, mais je pense qu'on a nos cartes à jouer. On a déjà montré cette année, les années précédentes, que face à des gros d'Europe, on arrive à sortir des gros matchs, faire des bons résultats. Donc cette année, je pense que c'est le moment de passer un cap et de enfin franchir un tour et pourquoi pas plusieurs. Est-ce que aussi le début de saison européen, il y a eu un premier tour qui avait été passé contre Ehringen, avec aussi le forfait de Follonica, on était longuement revenu dessus, et puis une élimination en Espagne au deuxième tour préliminaire. Est-ce que ces matchs-là vous ont servi, vous Marc, aussi pour construire l'identité européenne du club pour cette saison? Oui, les 3 matchs qu'on a fait à Calafell, ils ont été très bons malgré les 2 défaites et un nul. Je pense que le nul, c'était un peu... On a fait un très bon match, on les a un peu filés à la fin. Mais dans le week-end, l'ensemble a été très bon. Je veux dire, ça nous a en tout cas reconforté un peu dans notre travail et dans notre dynamique. Et puis je pense que c'est un bon repère pour dans la semaine prochaine Valdagno. Je pense qu'on sait à peu près où on se situe. Donc, comme dit Nathan, on va aller chercher la qualif, c'est sûr. Et puis je repense à une des autres billes que vous avez lancées, effectivement Erwan, sur le championnat d'Europe féminin aussi qui se tient en ce moment. Votre sœur Nathan Sandy joue dans cette équipe. Vous aussi, vous avez porté le maillot de l'équipe de France cet été. Nous étions revenus sur cet épisode ensemble. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté de voir votre sœur en équipe de France. Ouais, exactement, sa première sélection. Ça fait quelques années qu'elle a fait les stages et enfin sa première compétition officielle. Donc beaucoup de fierté. Je suis attentivement du coup le championnat d'Europe et les résultats de l'équipe de France avec certaines autres filles qui jouent à Nantes avec ma sœur, donc que je connais bien aussi. C'est une équipe très jeune, mais ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là, même s'il y a encore un petit écart avec les grosses nations, mais on sent que le travail est bien fait et qu'elle progresse et j'en suis très content. Et puis voilà, victoire contre l'Allemagne donc aujourd'hui, c'était il y a quelques minutes, et donc qualification en demi-finale où les Bleus affronteront de nouveau l'Espagne, un gros morceau. En tout cas, on croise les doigts pour elle, bien évidemment. Une dernière petite question avant de passer à la chronique futsal de Baptiste. Marc, quels sont finalement les objectifs pour cette saison à venir maintenant que vous êtes 2e du championnat? Est-ce que vous pouvez vous cacher ou prétendre peut-être à mieux que 2e? On ne se cache pas, on continue, on fait notre travail. Notre objectif, c'est vraiment d'être compétitif tous les samedis et que le groupe, on est au début d'un chemin. Je pense qu'on a encore 2 chemins à parcourir. Donc l'idée, c'est de le faire le mieux possible et de grandir. Voilà. Est-ce que à la fin d'année, je ne sais pas dans quelle position on sera, le plus haut possible, bien sûr, on aimerait. Mais voilà, vraiment, nos objectifs au niveau du groupe, c'est celui-là. C'est grandir en tant que groupe et être compétitif tous les samedis. À partir d'ici, si on réussit à le faire, je pense qu'à la saison, on peut être une belle saison. Et puis grandir aussi peut-être à 2-3 ans, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines aussi, Nathan. Ouais, on a un groupe jeune, donc
on a entre guillemets pas l'obligation de résultats dès cette année, mais c'est sûr que quand on voit comment les choses se passent, on va pas refuser si on peut gagner un titre dès cette année ou jouer les premières places à la fin de saison. Voilà, en tout cas, on reviendra sur toute cette actualité-là. Et puis match donc de la 9e journée de N1 Elite. Ce sera bien sur le parquet de Noisy-le-Grand dès ce week-end. Allez, avant de parler futsal avec vous, Baptiste, un tout petit mot de voile et de cette course que vous connaissez. Le retour à la base, retour de la Transat Jacques Vabre. Les 32 skippers, ça y est, en sont au 8e jour de course. Tous font en route pour Lorient. Il ne restait plus que Jean Lecam à passer la ligne de départ. C'est fait depuis hier pour le Breton sur son nouvel IMOCA. Côté Vendée, un point sur les positions. Sur groupe du Breuil, Sébastien Simon est 6e que vous voyez à l'image. Arnaud Boissière sur la Micaline 19e. Sur coup de pouce, Giffard Manutention, Manuel Cousin est 24e. Denis Van Venberg sur Dieteren Group est lui 30e. Johan Richomme fait lui toujours la course en tête sur Paprec Arkea. Premières arrivées prévues à Lorient, notamment pour Johan Richomme si tout se passe bien en deuxième partie de la journée de samedi. Allez, je vous l'avais promis, c'est parti pour notre chronique avec Baptiste Brossard. Et Baptiste, aujourd'hui, on va parler futsal. Futsal, c'est un peu la thématique du soir, sport en salle. C'est une période en plus où on y reviendra, mais les clubs de football en général utilisent ce sport pour rester en activité, malgré les conditions qui sont compliquées. J'avais envie d'en parler parce que c'est donc une pratique qui se développe énormément. Et mine de rien, c'est un sport qui est assez ancien, qui est né dans les années 1930, en Amérique du Sud. Donc sport de base plutôt brésilien, argentin. Et qui au fil des années s'est exporté en Europe avec des nations donc, qui sont très très fortes aujourd'hui, donc l'Espagne et le Portugal. C'est un sport qui a connu aussi des complications, on va dire institutionnelles, entre les créateurs sud-américains et la FIFA, qui a vu qu'il y avait un nouveau marché à prendre et donc forcément des droits télé, du merchandising à prendre. Donc des complications institutionnelles qui ont retardé l'émergence des compétitions internationales qui se sont créées, on va dire, dans la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, en France, c'est un sport donc, qui se développe énormément. On va prendre le simple exemple de l'actualité avec une équipe qui a fait parler d'elle, donc l'Étoile Lavalloise, club de Laval, qui n'est pas lié au Stade Lavallois, qui lui aussi performe en Ligue 2. L'Étoile Lavalloise, donc c'est le club de futsal de Laval et qui est donc champion de France en titre et qui là la semaine dernière a joué l'équivalent de la Ligue des champions de football en gros. Avec entre autres comme adversaire le FC Barcelone qui est l'une des principales équipes en Europe aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus de structures uniques où il n'y a que des clubs de futsal. Donc par exemple l'Étoile Lavalloise, à Nantes plus proche de nous il y a le Nantes Métropole Futsal, et en parallèle vous avez des clubs de football qui récupèrent donc des sections de futsal, avec entre autres par exemple en première division aujourd'hui vous avez l'AC Ajaccio qui a une équipe en première division. Et en parallèle de ça, donc les équipes de France se développent. La première équipe de France, elle est née dans les fin du XXe siècle. Et au fil des années, avec le projet de la Fédé, l'équipe s'est développée, a participé à des compétitions européennes. Et donc là, à court terme, l'objectif, c'est d'aller chercher une qualification mondiale 2024, ce qui serait une grande première. Et puis en tout cas Baptiste, si on resserre un petit peu le champ, en Vendée aussi, on a vu quelques images, ça se développe bien le futsal. Oui, exactement. On a donc à Montaigu, en gros le petit frère du mondial de Montaigu foot jeune, et donc il y a le Montaigu Futsal Cup. Et donc il y a pas si longtemps que ça, on a eu la 5e édition. Avec donc sur 3 jours des nations, donc l'Espagne, la France, le Portugal et la Pologne, sur une catégorie U17. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que pour la France, c'est la première génération en fait. C'est à partir de ce moment, c'est les premières sélections pour les jeunes. Et donc c'est comme pour le mondial de Montaigu en herbe, c'est un grand terrain d'expérimentation où on découvre les futurs talents de demain sur le futsal. Et pareil, en parallèle, vous avez des clubs. Faut savoir qu'aujourd'hui, en Vendée, vous avez donc des compétitions. Donc, vous avez des équipes à l'échelle régionale, mais vous avez aussi des compétitions départementales de D1 à D3. Donc, ce qui fait que vous avez un nombre important d'équipes, mine de rien. Avec dans les têtes d'affiche au niveau régional, vous avez le Vendée Poiret Football,
donc qui a une équipe deux équipes de futsal, dont une au niveau régional. Vous avez Montaigu, vous avez l'Île d'Elle, qui a une section qui l'an dernier, il me semble, avait fait une belle performance en Coupe de France futsal, parce qu'il y a une compétition de Coupe de France également. Donc c'est un sport qui se développe énormément et on va en parler j'y viens maintenant. Il y a un plan de développement de la fédération qui a été rendu public il y a 2-3 semaines avec donc un budget de 20 millions d'euros sur la partie 2022-2025, avec donc l'ambition d'aider les clubs à clairement avoir des sections de futsal et proposer à des nouvelles personnes de pourquoi pas se lancer dans le futsal. Très bien, et puis très rapidement aussi, un gros événement il n'y a pas longtemps, à Montaigu avec l'équipe de France féminine qui est venue en 2-3 phrases, oui. Baptiste. Toujours dans cette volonté d'ouvrir le sport à toutes et tous, c'est la première équipe féminine et première équipe de France féminine qui a joué donc 2 rencontres face à la Finlande. C'était à Nantes et à Montaigu. Avec un nul et une défaite. Exactement, une défaite de 1. On est un petit peu court, on n'aura pas l'occasion de parler du fait que l'équipe de France la France est candidate pour accueillir l'Euro, c'est ça, de futsal en 2026. Allez, un détour par la deuxième partie de l'agenda rapidement de vos rendez-vous du week-end, et on va démarrer avec du volleyball. Samedi, c'est la 9e journée de National 3 masculine. Boufféré reçoit l'équipe 3 de Rosé, une rencontre à suivre à la Halle des Sports, et puis dimanche sur ce même terrain, l'équipe féminine du MVBVB jouera Brest à 13h. Un rendez-vous d'athlétisme également au menu de ce week-end. Le comité départemental organise dimanche au Vendée Space le meeting de Vendée. En cyclocross, plusieurs catégories au programme de l'épreuve de Bournezeau. Un cyclocross organisé par le Vélo Club Chantonnay à suivre dimanche dès 10h. Et puis un événement de sabre laser aussi organisé par le club d'escrime survient. Un championnat régional à découvrir dimanche à la salle du lycée du Pays de Saint-Gilles. Et puis enfin, on referme cet agenda avec 2 rendez-vous de course à pied. Samedi et dimanche, le Jogging Club du Poiret-sur-Vie organise sa course nature de la vie, samedi soir puis dimanche avec plusieurs courses au programme. Et puis à Saint-Georges-de-Montaigu dimanche, c'est le trail des men sur 3 distances avec le lancement des premières courses dès 9h du matin. Et puis un mot aussi parce qu'on n'oublie pas le Téléthon. Week-end de Téléthon oblige, beaucoup d'événements sportifs ou pas d'ailleurs sont organisés un peu partout en Vendée. Si vous voulez découvrir toutes ces animations, vous pouvez vous rendre sur le site du Téléthon. Un autre rendez-vous, ce sera dès demain sur l'antenne de TV Vendée, un nouveau visage du sport avec Joséphine Danet. On va parler de voltige équestre et je vous propose tout de suite une bande-annonce. La voltige équestre, c'est un mélange de gymnastique et de danse. Du coup, on cherche aussi à faire des choses beaucoup plus instables et beaucoup plus impressionnantes pour le public. Sur l'année 2024, je voulais commencer à sortir du camp 3 étoiles, le dernier niveau international. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de commencer à montrer dans cette catégorie et montrer des programmes propres que je maîtrise parfaitement. Un épisode qui sera retrouvé en intégralité dès demain matin, juste après la matinale de François Pérez. Et puis ensuite en replay, bien sûr, vous le savez, sur le site. Allez, on passe maintenant en fin d'émission à notre quiz habituel. On va tester les connaissances de nos invités. Allez, rapidement, pour répondre du tac au tac à ces quelques questions, alors rien de bien compliqué, peut-être un petit peu plus difficile pour Baptiste, quoique, on va voir ça tout de suite. Côté vendéen, du côté de la Vendéenne, qui est l'actuel meilleur buteur du club ? Eric Marquis. Non. Depuis toujours. Alors non, cette saison. Oui. Cette saison. Ils sont à 1 but d'écart, et Nathan juste derrière. Exactement, Marco Vedano. Il y en a un qui a 8 et l'autre qui a 7, c'est ça ? Exactement, Marco Vedano, 8 buts en 8 matchs, et puis Nathan, vous derrière avec 7 buts. Et l'actuel meilleur buteur en N1, sauriez-vous me... Ricardo Valverde. Exactement, c'est Valverde, qui a terminé l'an passé le meilleur buteur de N1 Elite. Il est à votre droite, Marc, c'est ça ? Nathan, exactement. Allez, une petite question. Alors cette fois, Baptiste, je pense qu'elle est pour vous. On s'éloigne un peu du rink hockey pour parler du hockey sur glace. Quel ancien gardien de football est désormais gardien ? Petr Cech, le temps de Carmigny. C'est ça. Petr Cech, gardien de Shake, qui est aujourd'hui l'équipe de Belfast en D1 britannique, qui joue à Oxford en début de saison. Puis une petite dernière question, parce qu'on est un petit peu court ce soir. Quelle équipe de National 2 a déclaré forfait pour le reste de la saison ? Exactement, Ergué Gabri, qui est plombé par l'absence d'entraîneur et puis de joueurs. Le départ de nombreux joueurs qui n'a pas été compensé cette saison. Bon, qui a
remporté ce quiz alors? Peut-être vous, Erwan, hein? Nathan, Erwan? Ouais, on la donne à Nathan. On la donne à Nathan, c'est voilà. Mais oui, c'est la confiance. Le fair play. C'est la confiance. Bravo. Donc, voilà, exactement. En équipe. En tout cas, c'est en équipe que vous irez à Noisy-le-Grand ce samedi pour une nouvelle journée de championnat. Et puis aussi un rendez-vous du côté de la Vendenne. Ce sera le 15 décembre, si je ne me trompe pas. On a une petite image. Il y aura une représentation de patinage artistique à Langelmière. On n'a pas le temps d'en parler plus, mais voilà, le rendez-vous est noté. Disco roller juste après. Exactement, disco roller. On verra tout le monde. Comme le dit Lucie, merci à vous trois d'être venus sur le plateau. Bonne fin de saison à vous. Et puis merci à nos deux chroniqueurs, merci Baptiste et Erwan. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès lundi à partir de 8h45 pour le journal des sports et puis ensuite à 18h45 pour 85 chrono. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.